Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nous sommes le mardi 4 avril, il est 15 heures et c'est le jour du live Facebook. Donc concernant le mois d'avril, et c'est un sujet que vous avez choisi à travers donc un vote sur Facebook, Instagram et mon compte LinkedIn. En fait, vous avez choisi parmi les trois sujets partir à l'étranger, mon expérience au Québec. Ce qui est drôle, c'est parce que c'est pas du tout un sujet de communication, mais en fait, vous allez voir que je vais quand même vous parler de communication, sachant que tout simplement, je vais vous parler de mon expérience donc au Québec concernant mon début d'expérience professionnelle, on va dire réellement professionnelle, donc au-delà du passage des stages. Mon début d'expérience professionnelle concernant donc le domaine de la communication. Donc j'espère que vous m'entendez bien parce qu'aujourd'hui j'ai un micro, je vous le montre. J'ai la dernière fois je crois que j'avais... Est-ce que j'ai mis un micro? Non, j'ai pas mis un micro le mois dernier. En fait, je vous explique. Aujourd'hui, nous faisons face à, comment dire, l'apocalypse. En fait, il y a des travaux pas loin de chez moi. Il y a carrément une résidence en fait qui est en train d'être montée sur plusieurs étages. Et j'ai eu la superbe surprise d'entendre des travaux à partir de 13 heures. Et j'ai littéralement pété un câble. Parce qu'en fait, ils sont en train de refaire les fenêtres d'en bas de ma voisine. Elle, ma voisine, n'y est pour rien. C'est juste la communication qui est très importante entre les différents membres de cette... bref, les différents membres de cette résidence et l'agent immobilier qui s'occupe de la communication entre tous. Voilà, donc quoi qu'il arrive, malgré les éléments déchaînés, et en plus ça se trouve à Montpellier aujourd'hui, nous allons avoir un épisode de grêle, orage et tout le tralala. Je me dis que voilà, les éléments se déchaînent alors que nous sommes censés être au printemps. Euh, Bref, c'est pas grave. Donc, je me présente. Je m'appelle Charlotte Laurent. Je vis à Montpellier. Donc, je suis basée à Montpellier. Mais je travaille donc pour les entrepreneurs francophones ou les personnes porteuses de projets francophones à travers le monde entier. Donc, ça ne me dérange pas du tout de travailler. Donc, dire que moi, j'ai une préférence pour le travail à travers la vidéoconférence, ce qui m'amène en fait à travailler avec des personnes qui ne vivent pas forcément dans ma ville et des projets absolument incroyables et complètement divers et variés. Voilà. Le sujet du jour en fait, c'est mon expérience par rapport au Québec. Je crois que ça vous intéresse parce qu'il y a énormément de personnes qui ont un espèce de... Comment dire, c'est très particulier, mais il y a ce fantasme de vouloir partir à l'étranger pour pouvoir en fait commencer sa carrière professionnelle ou continuer sa carrière professionnelle, etc. C'est pas forcément un fantasme irréalisable. En fait, on a des rêves dans notre vie et je pense qu'il y a certains qui peuvent être réalisés, dont celui-ci. Je vous le dis tout de suite, mon expérience au Québec a relativement changé ma vie du tout au tout et a fait en sorte que aujourd'hui je suis la personne que je suis. Donc voilà, chaque expérience, qu'elle soit positive ou négative, nous amène à être une autre personne et je pense véritablement que mon expérience au Québec a changé ma vie mais radicalement et ce qui fait qu'aujourd'hui je suis vraiment bénie de pouvoir être entrepreneur et je sais que c'est grâce au Québec. Donc en fait je vais vous présenter 3 points donc de mon expérience québécoise. Je vais surtout vous présenter en fait le début de cette expérience et nous allons voir les différents points tout au long du mois d'avril sur le blog chapiergirl.com. Voilà, mon site internet est surtout à vocation de blog entrepreneurial, donc pour les entrepreneurs francophones à travers le monde entier. Je donne beaucoup de conseils sur l'ouverture de sa propre entreprise, sur la stratégie de communication, etc. Il est consultable par tout le monde, dont les porteurs de projets aussi. Hein, donc vous n'hésitez surtout pas. Et vous m'envoyez des commentaires ou des mails pour toutes vos questions, sachant que j'ai une rubrique vos questions, mes réponses. Que je fais régulièrement donc sur le blog. Alors, concernant cette présentation, il faut savoir en fait tout simplement que j'ai commencé à avoir l'idée en tête de partir au Québec, c'était en 2009. En fait, j'ai fait d'abord des études d'hôtellerie-restauration après mon bac. Donc j'ai fait une mise à niveau parce que c'est un des seuls BTS, le BTS hôtellerie-restauration, où il faut faire une mise à niveau. Et après ça, j'ai fait 2 ans de BTS
dit normal, d'hôtellerie-restauration, dont une année spécialisée. Et c'est l'option en fait mercatique, en fait c'est marketing en français. Hein. Voilà, mais nous c'est très old school l'hôtellerie-restauration, et ils ont décidé de l'appeler mercatique et gestion hôtelière, ce qui fait que j'ai fait véritablement le côté gestion en fait d'un établissement avec de la partie fiscale, etc. Donc j'ai fait énormément de comptabilité, énormément de gestion et en fait ça me sert énormément aujourd'hui en tant qu'entrepreneur. Ce qui est fou, c'est que c'est resté 10 ans plus tard. Incroyable. Voilà, donc j'ai fait ces études tout simplement parce que je voulais être organisatrice de mariage. Je vous en ai déjà parlé. J'ai détesté le faire quand je l'ai fait en stage en 2006 quand j'étais à Bruxelles. Finalement, en fait, le côté marié qui part dans tous les sens, qui se fait conseiller par tous les membres de sa famille et finalement il n'a jamais son propre avis. Et bien finalement, voilà, je me suis rendu compte que j'aimais le monde du mariage, mais pas forcément être acteur de ce milieu-là. C'est pour ça en fait que j'ai bifurqué vers les relations publiques quand j'ai rencontré donc Monsieur Clément. Je vous en ai déjà parlé dans plusieurs lives. Voilà, et j'ai découvert les relations publiques comme ça. J'ai fait après donc des études à l'ISCOM, 2 ans, l'ISCOM Montpellier pour une 3e année, et après je suis partie à Paris. Et en fait, il faut savoir qu'en septembre 2008, quand je suis arrivée à Paris, la rentrée de l'ISCOM, il faut que je vous dise, on était dans une salle, on devait être toute l'ISCOM Paris, sachant qu'à cette époque-là, en fait, la 4e année ne se donnait qu'à Paris, donc forcément, ça réunissait toutes les personnes qui avaient fait la 3e année à travers les ISCOM en France. Nous sommes arrivés dans cette salle-là, j'étais je pense au 4e rang, et là nous avons la directrice ou le directeur, non c'était la directrice qui arrive et qui nous dit voilà, je vous explique, c'est la crise financière, si vous avez des opportunités de travail durant cette année, prenez-les. Je pense que dans ma tête je me suis dit mais qu'est-ce que je fous là? Ça a un peu déterminé mon année en me disant que quoi qu'il arrive, je n'allais pas forcément rester en France. Dans mon cœur, je voulais partir faire cette 4e année aux États-Unis, mais malheureusement, en fait, les options proposées par l'ISCOM Montpellier pour la 4e année ne me correspondaient pas. C'était du mass communication, donc c'est en fait l'équivalent de la communication globale et plus, on va dire, autour donc de la communication média, qui n'est pas du tout moi mon domaine. Moi, je fais vraiment de la communication hors média. Et donc, ça ne m'intéressait pas d'avoir un diplôme dans une option que je n'appréciais pas. Et je voulais véritablement donc parfaire mon domaine, donc les relations publiques, relations presse et événementielles. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai un peu subi cette 4e année, je vous le dis tout de suite, et j'avais en tête de vouloir partir. C'était pas réellement l'option numéro 1 dans ma tête, tout de suite. En fait, voilà, je voulais partir, mais peut-être dans quelques années, continuer ma carrière, etc. Parce que dans ma tête, j'allais faire un master 2, j'allais rester en France parce que je n'avais pas les moyens financiers de pouvoir me payer un MBA à l'étranger, et après peut-être éventuellement partir à l'étranger dans le cadre d'une installation professionnelle avec une nomination ailleurs. Et mais en fait, c'est pas du tout ce qui s'est passé. En fait, ce qui s'est passé, c'est que au moment où il y a eu les inscriptions de Master 2, j'ai eu un entretien à l'oral à Assas Panthéon et je me suis rendu compte, franchement, hein, je me suis rendu compte dans le couloir que j'étais mais carrément pas à ma place et que c'était pas du tout ce que je voulais faire et que je voulais absolument plus faire d'études, et ce que moi je voulais faire, c'était partir de ce cadre français et partir à l'étranger. Et l'idée véritablement de partir à l'étranger est arrivée à la fin d'une période hyper difficile pour moi personnellement, et en fait j'ai pris la décision en arrêtant de zigzaguer à droite à gauche, et j'ai pris la décision, ça y est, c'est bon, je dois partir. Et c'était lors de mon anniversaire, donc le 29 juillet 2009, voilà, 2009. Et j'ai pris la décision ce jour-là, j'ai pété un plomb et je me suis dit, il faut que je parte. J'ai pris, mon beau-frère avait sur son bureau un mini globe, j'ai tourné le globe, je suis arrivée à côté de l'Australie, j'ai fait, ok d'accord c'est une option, mais il y a énormément de serpents et j'ai très peur des serpents. Et j'ai retourné le globe et je suis tombée à côté du Canada. Donc en fait, l'option a été canadienne dans ma tête. Je voulais partir au Canada. J'ai commencé à en discuter avec une amie qui faisait son stage juste à côté de moi, avec qui nous déjeunions chaque semaine. Et je lui ai raconté donc mon projet professionnel
en fait finalement de commencer ma carrière professionnelle au Canada. Il m'a dit que c'était une très bonne idée, mais qu'effectivement il fallait que j'ai un plan. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin donc de mon stage donc dans l'agence de relations publiques internationales où j'étais, de toute façon moi j'ai annoncé que je vous... Oh, désolée pour les travaux, je vous avertis au début du live. J'avais vraiment en tête de partir et donc voilà, je l'avais annoncé. Il y a certaines personnes en fait qui avaient dit qu'elles voulaient rester, donc elles ont été embauchées, ce qui est une bonne chose pour elles. Mais moi j'avais dit que je voulais partir et effectivement ce qui s'est passé, c'est que à la fin de mon stage en septembre 2009, je me suis renseignée sur les différentes en fait, ils font des réunions d'information au Québec. Donc, c'est le consulat du Québec. Donc, le Québec est une province du Canada. Le consulat du Québec fait énormément de promotion autour de l'immigration au Québec. Il ne vise pas forcément des personnes qui ont fait des écoles de commerce ou des écoles de communication comme moi, parce que la communication peut aussi s'apprendre autour des écoles de commerce, mais plus autour du recrutement de métiers comme la mécanique ou les infirmières. Mais c'est pas grave, j'ai fait quand même donc cette réunion d'information et le fou rire qu'on a eu avec ma petite sœur parce qu'elle est venue avec moi à ce moment-là. Et la première chose qu'on nous a dit, au Québec il y a 4 saisons. Voilà, parce qu'en fait il faut savoir oui qu'au Québec il y a bien les 4 saisons, même si le printemps dure 2 semaines, même si l'automne dure 2 semaines. Voilà. C'est ça. Et en fait, à partir de ce moment-là, dans ma tête, effectivement, j'avais eu quelques réponses. Donc, mon projet Québec était déjà bien arrêté. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait d'abord un essai. En fait, pour rassurer mes parents, parce que je pense que dans leur tête, ils se sont dit, mais qu'est-ce que c'est encore ce projet qu'elle nous sort? Parce qu'après avoir arrêté l'hôtellerie-restauration et avoir dit que je voulais pas être organisatrice de mariage, je suis passée à la communication. Et donc le deuxième projet de Charlotte, c'était ok d'accord, je veux partir au Québec, super. Donc résultat, je suis partie en fait pour un mois. J'ai eu la chance d'avoir en fait une expérience québécoise pendant un mois. Donc je suis partie mi-novembre, je suis revenue mi-décembre. Donc pour voir un petit peu si j'étais apte à vivre là-bas. Apte veut dire, culturellement parlant, est-ce que je m'intègre? Est-ce que je comprends la langue? Est-ce que je sais communiquer en anglais? Est-ce qu'il y a des possibilités d'emploi? Est-ce que finalement la ville de Montréal me plaît? Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans ma tête, durant donc ce projet québécois, pour moi, en fait, Montréal était la première destination, la destination la plus facile, en fait, à avoir dans mon projet. Je voulais partir à Montréal, donc première ville canadienne, et c'était une ville donc à majorité francophone, mais il y a énormément d'anglophones, mais en tout cas à majorité francophone. Et après je voulais partir à Toronto, je voulais aller faire Chicago, Boston, New York, partir après à Las Vegas, San Francisco, non, Los Angeles, San Francisco, Seattle et revenir en France. C'était ça mon projet de base. Et en fait, je suis restée à Montréal et je suis jamais partie. Voilà. Et donc, je suis arrivée à Montréal. Alors, attendez, il faut que je vous fasse le récapitulatif déjà. Donc, je suis arrivée avec ce projet de partir pendant un mois. Ce que j'ai fait, c'est je suis allée sur Google, j'ai tapé colocation Montréal, je suis arrivée sur le premier lien, il y avait plein de trucs de colocation à Montréal. Le premier mail que j'envoie, ça ne fonctionne pas. Le deuxième mail, ça fonctionne. Je me retrouve donc locataire d'une chambre dans une colocation avec 2 Québécoises, une plus âgée et une un peu plus âgée que moi. Et en fait, je suis donc arrivée à mi-novembre à Montréal. Je me souviens encore de l'impression que j'ai eue quand j'étais dans le taxi, de l'aéroport jusqu'à quartier Hochelaga, là où j'ai habité dans un premier temps. Donc en fait, j'ai choisi ce quartier par défaut. Je ne savais même pas où j'allais tomber. Et en fait, il faut savoir que Hochelaga était à l'époque, il n'est plus maintenant, je trouve que maintenant ça a énormément changé, mais Hochelaga était le quartier le plus pauvre et effectivement, moi au coin de ma rue, il y avait un hôtel avec des prostituées et des dealers de drogue. Voilà, c'est pour vous dire. Mais en même temps, ça craignait pas, c'est-à-dire que ce qui craint le plus à Montréal serait ce qui éventuellement craint le moins à Montpellier. Vous voyez pardon. Voilà, c'est-à-dire que en fait le niveau d'insécurité montréalaise est extrêmement basse. Voilà, c'est-à-dire
Vous pouvez vous balader en jupe dans la rue, il n'y a aucun souci. Vous pouvez vous balader entre filles, il n'y a aucun souci. Il n'y a personne qui viendra vous agresser, il n'y a personne qui viendra vous draguer. Vraiment, ça c'est le bonheur total quand on vit dans une ville où on se sent en sécurité. Et je n'ai jamais eu peur de rentrer tard, je prenais le métro tard, etc. J'ai jamais eu de difficulté vis-à-vis de ça, ce qui est vraiment un énorme confort en tant que femme. J'ai fait ma petite vie pendant un mois, donc c'est-à-dire je suis partie au cinéma seule, j'ai fait des visites au musée, je suis allée dans la ville, j'ai vérifié droite à gauche si ça me plaisait, effectivement ça me plaisait énormément. En plus de ça, il y a eu les premières neiges, donc les premières tempêtes de neige, donc j'ai vu ce que c'était, j'ai vu qu'il fallait être équipé, c'était très important. J'avais des colocataires qui étaient super sympas et en plus de ça, essayaient de m'intégrer, donc c'était cool. J'ai compris que la culture québécoise n'avait absolument rien à voir avec la culture francophone, comment dire, française. C'était certes francophone, mais ça restait une culture complètement différente et qu'il allait y avoir sûrement des habitudes que j'allais devoir laisser de côté et au profit d'eux. Ça s'appelle l'immigration, hein, c'est tout simplement ça. Les personnes françaises qui viennent au Québec et qui veulent rester avec leur propre tradition française, etc., manger pareil, etc. Ça ne fonctionne pas, hein. Il faut savoir véritablement que quand on immigre dans un pays, même s'il est francophone, même si les personnes vous comprennent, c'est super important en fait de prendre, se mettre un coup de pied aux fesses et prendre conscience que vous devez vous intégrer aux traditions de là-bas. Et en fait, il y a plein de choses qui me manquent maintenant parce que j'ai tellement intégré les traditions que bon, maintenant, il y a des trucs, genre par exemple, aller sortir à n'importe quelle heure ou faire ses courses à n'importe quelle heure ou n'importe quel jour. Ça, c'est quelque chose de... C'était tellement chouette. Moi, je vivais en fait dans le ghetto McGill, donc c'était vraiment au centre-ville, mais vraiment au centre-ville, c'est-à-dire que j'étais à 10 minutes à pied des gratte-ciel, etc., et ce qu'on appelle downtown, hein, vraiment, et j'étais à 5 minutes à pied, même pas 2 minutes, c'était au coin de la rue. J'avais une pharmacie qui était ouverte jusqu'à 22 h. Alors les pharmacies là-bas n'ont rien à voir avec les pharmacies d'ici, c'est-à-dire que en fait c'est l'équivalent d'un mini supermarché, et j'avais mon épicerie 24 h sur 24. On ne dit pas supermarché, on dit épicerie là-bas. Voilà, 24 h sur 24, au coin de ma rue aussi, et un Second Cup qui est l'équivalent de Starbucks, parce que là-bas il y a souvent des Second Cup et des Tim Hortons. Enfin voilà, tout ça c'est des choses très québécoises. Et en fait, voilà, vous avez une manière de vivre qui est différente et vous avez aussi une manière de travailler qui est différente. Donc voilà, en fait, ce qui m'est arrivé de super positif, c'est qu'en fait, moi, je suis arrivée au début de l'ère, on va dire, des réseaux sociaux, de l'émergence du web et l'émergence d'une nouvelle communication autour de la communication digitale. J'avais déjà en fait appréhendé ce domaine-là dans mon dernier stage. Il y avait en fait le début de Twitter dans mon dernier stage. On avait commencé à voir comment ça fonctionnait, etc. J'avais créé un blog, donc je commençais à savoir comment ça fonctionnait, donc mettre en place un blog, etc. Et c'est ça qui m'a réellement en fait sauvée professionnellement pour pouvoir me démarquer des autres. Et ce qui s'est passé en fait lors de ce premier mois d'essai au Québec, j'ai eu le culot. En fait, maintenant, je me dis waouh, j'ai eu le culot de m'incruster à énormément de fêtes, énormément de soirées, chose en fait que je n'aurais jamais cru possible de moi-même. Voilà. Et je me suis en fait fait inviter à des soirées que je n'aurais jamais imaginées et qui m'ont permis de m'ouvrir à un monde professionnel qui était celui que je devais en fait atteindre. Aujourd'hui, je me dis mais comment t'as fait? Je sais pas. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai tout simplement demandé si je pouvais venir à une soirée qui était la première soirée réellement en fait qui réunissait tous les blogueurs montréalais. Alors au Québec on dit bouffe, c'est-à-dire tous les blogueurs gastronomiques dans une soirée en fait organisée par une boutique de macarons, donc sur l'avenue Mont-Royal, qui s'appelle la boutique Point G pour ceux qui connaissent. C'est deux Français en fait qui ont monté cette boutique là. Maintenant il n'y a plus qu'un seul patron aux commandes, et en fait je me suis retrouvée au milieu de, je sais pas, une soixantaine de blogueurs, et en fait j'ai commencé à serrer des mains, à faire on ne dit pas serrer des mains au Québec, mais j'ai commencé véritablement en fait à faire connaissance avec des personnes qui sont devenues au fur et à mesure mes amis.
Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais dans la soirée où il fallait être. Et, euh, et en fait, c'est incroyable. Je me dis, avec le recul, je me dis, mais Charlotte, waouh, chapeau, j'aurais jamais imaginé ça, mais voilà, je me suis retrouvée dans cette soirée-là, ce qui fait que j'ai pu serrer des mains, dire bonjour, etc. à des personnes qui, en fait, plus tard, quand je suis revenue au Québec, m'ont permis d'avoir mon premier emploi. Donc là, on parle donc cette période d'essai. Donc la soirée donc à la boutique Point G, la boutique de macarons, était en fait dans l'une des dernières soirées quand j'étais à Montréal. Et donc ça a vraiment déclenché en moi le fait de ok, je suis réellement bien, je suis comme chez moi là. En fait, c'est ma nouvelle maison, Montréal. Et ce qui s'est passé, c'est que je suis donc retournée à Montpellier pour fêter Noël, fêter le nouvel an, m'organiser, etc. Et j'ai fait ma démarche donc du programme vacances-travail. Les initiales c'est PVT, qui est un visa en fait qui est ouvert. Un visa ouvert, ça veut dire que vous pouvez avoir n'importe quel type d'employeur, ou vous pouvez même avoir plusieurs employeurs en même temps. À travers ce visa-là, vous pouvez soit travailler ou ne pas travailler, il n'y a aucun problème, c'est un visa ouvert. Il y a une grosse différence entre un visa ouvert et un visa fermé, on le verra sur le blog en fait, je vais en parler, parce que ça change complètement votre manière d'être et votre manière de penser, dans le sens où vous vivez votre immigration différemment. Un visa ouvert vous permet réellement de faire le métier que vous souhaitez, vous pouvez être à votre compte, etc. Un visa fermé, devez être employé d'une seule entreprise. Et donc vous devez en fait, comment dire, fermer votre bouche et subir l'entreprise, même s'il y a des décisions que vous n'appréciez pas. Après, il y a bien sûr le côté positif, mais il y a le côté aussi négatif, c'est-à-dire la sécurité, mais sans être sécuritaire. Et ça, en fait, on va véritablement en parler tout au long du mois d'avril pour que vous puissiez un petit peu savoir ma propre expérience, parce qu'effectivement, je suis rentrée en France pour une raison très simple. C'est que je n'ai pas eu un nouveau visa travail lorsque j'ai changé de boulot, suite à tout simplement, j'ai été virée de mon propre, de mon poste où j'étais, donc dans la première agence que j'ai faite et avec laquelle j'ai fait une longue expérience. Mais c'est pas plus mal, hein. Rassurez-vous, voilà. On va en parler du côté aussi positif et savoir rebondir quand on rentre en France. C'est ça, donc mon visa programme vacances-travail, je l'ai obtenu en une semaine top chrono. Voilà, ça a été très vite. En fait, à l'époque, il y avait très peu de personnes qui voulaient immigrer au Québec. Chose qui est complètement différente, qui a complètement changé l'année d'après. C'est-à-dire que moi, je faisais partie peut-être de la vague où il y avait à peu près, je sais pas moi, les visas sont apparus fin novembre. Moi, j'ai fait ma demande, c'était fin février. Il restait énormément... Non, début février. Voilà, il restait énormément de visas encore. Alors que là, maintenant, tous les visas programme vacances-travail partent en moins de 5 minutes. Voilà, il y a une grosse différence. Ce n'est pas du tout les mêmes choses. Donc moi, quand j'ai fait ma demande, c'était en 2010. J'ai eu mon visa en moins d'une semaine. Quand j'ai eu mon visa, j'ai pris mon billet d'avion. D'ailleurs, ce sont mes grands-parents qui m'ont payé mon billet d'avion. Voilà, j'avais de la chance d'être soutenue aussi financièrement parce que tout ça a un coût, hein. Il faut savoir que un billet d'avion aller-retour au niveau de Air France, ça coûte environ 700 euros. Maintenant, en fait, quand vous partez dans cette période-là, ça coûte 700 euros. Après, quand vous pouvez partir avec pas Ryanair, n'importe quoi, Air Transat. En fait, c'est véritablement avantageux. À partir du mois d'avril jusqu'au mois d'octobre, Air Transat propose des vols aller-retour à environ 400 euros. Donc, pourquoi se priver? Voilà. Donc, quand j'ai eu mon visa programme vacances-travail, je suis donc retournée au Québec. J'ai véritablement mis le pied au Québec avec mon visa, pouf, tamponné par l'immigration. Quand je suis arrivée à l'aéroport de Montréal, je vous avoue, j'avais les pétoches. De toute façon, moi, tout ce qui est immigration, ça me fout des frissons depuis que je suis toute petite. Je pense que j'ai été traumatisée de nos voyages quand, je crois que c'était en l'an 2000. Ouais, en l'an 2000, avec mes parents, on a fait en fait, et mes sœurs, on a fait un grand voyage incluant les pays de l'Est. Et je pense que j'ai été traumatisée de l'immigration. Il fallait sourire, être bien derrière pour que les gens nous reconnaissent sur le passeport, pour être sûr que nous ne soyons pas des enfants volés ou je sais pas quoi. Voilà, et qu'il fallait vérifier notre identité. Et les douaniers, avec leurs armes, etc., ok, ils font leur boulot, hein, mais c'était tellement genre traumatisant que je pense que depuis, moi, tout ce qui est douane, etc., ça me fait flipper. C'est pas l'endroit où je suis le plus à l'aise. Je pense que c'est le numéro 2
2 et numéro 1 c'est les serpents. Mais numéro 2 c'est vraiment les douanes et l'immigration. Surtout que en fait j'ai rien fait, mais c'est pas grave, il faut toujours que je sois stressée. Et donc j'arrive, j'explique donc mon projet parce que c'est très important en fait, vous devez avoir le même discours à chaque fois. Vous devez toujours en fait indiquer pourquoi vous êtes là et comment vous avez fait pour obtenir vos visas, etc. Donc une fois sorti de l'avion, vous avez votre premier passage et le premier passage c'est tout le monde qui passe, touristes, etc. Deuxième passage c'est réellement l'immigration et donc j'ai dû expliquer mon projet et ça a été tamponné, donc 1 an de visa ouvert, visa travail donc. Donc j'avais mon papier à l'intérieur de mon passeport. C'est très important en fait de garder son passeport et d'avoir véritablement son papier avec soi de manière régulière parce que vous allez voir en fait après dans les démarches vous allez forcément toujours avoir ce passeport et ce visa qui va vous être demandé. Moi j'ai fait le choix d'un visa programme vacances-travail parce que j'étais jeune, parce que je ne savais pas si je voulais rester au Québec ou pas pendant un laps de temps. Moi je pensais en fait que j'allais migrer j'allais migrer vers Toronto et après partir aux États-Unis. Et en fait sinon j'ai comme conseil pour les personnes qui sont plus âgées et qui souhaitent en fait vivre au Canada de surtout penser à faire en fait une autre sorte de visa mais qui permet véritablement d'avoir une sécurité qui est essentielle je pense. Donc c'est la résidence permanente. Vous allez au Canada, vous y allez en tant que touriste, vous regardez un petit peu comment ça se passe, etc. Vous vous renseignez sur les conditions de vie là-bas, sur comment ça se passe d'avoir un appartement, etc. Ce qui n'a rien à voir en fait avec la France, je vous expliquerai. Et en fait, vous vous rendez compte si oui ou non vous êtes apte à pouvoir vivre au Canada. Et alors attention, hein, le Canada est un pays tellement vaste que ce n'est pas la même chose selon les provinces et même au sein même d'une même province. C'est-à-dire que moi j'ai vu des différences entre la ville de Montréal, donc l'île, parce que Montréal est une île, entre Montréal donc et les autres villes comme Sherbrooke ou comme Granby ou etc. En fait voilà, c'est des villes qui sont totalement différentes. Montréal est une ville qui est un véritable melting pot culturel, c'est-à-dire que moi je vivais dans le quartier, comme je vous ai dit, Ghetto McGill, mais vraiment à la pointe du plateau. Le plateau Mont-Royal est en fait fréquenté par énormément de Français. Mais moi, le quartier où j'étais, j'avais énormément d'Américains de l'université McGill, j'avais énormément de Portugais et d'Espagnols. Vous voyez, donc en fait, en fonction de là où vous vivez, vous avez véritablement des cultures différentes autour de vous, ce qui est moi, je pense sérieusement que c'est une richesse culturelle d'avoir autant de cultures différentes dans une même ville. Et mon premier emploi, ma patronne est d'origine syrienne et mes collègues, j'avais un d'origine italienne, libanaise, deux d'origine libanaise, j'avais un écossais, enfin voilà, il y avait énormément en fait d'origines différentes, ce qui est en fait une chance parce que justement culturellement parlant on s'apporte énormément je pense, alors que si vous venez tous du même patelin et que vous travaillez tous ensemble, forcément les idées sont les mêmes. Je suis désolée de dire ça comme ça, mais c'est un petit peu en fait un manque d'ouverture de ne pas savoir accueillir d'autres personnes de cultures différentes. C'est ça. Et en fait, ce visa m'a permis d'avoir des possibilités durant cette première année. Donc durant cette première année, j'ai été d'abord en stage, puis employée d'une entreprise qui aujourd'hui est fermée, hein, donc vous ne pourrez pas la retrouver. C'était une agence de communication web dans laquelle j'ai évolué jusqu'en mars 2014. Et en fait, à travers cette première année, ben, je me suis rendu compte que le Québec offrait bien plus que je ne pensais. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que les gens avaient plusieurs travails et moi ça a été vraiment bénéfique pour moi, c'est-à-dire que je me suis rendu compte que je pouvais avoir un boulot de rédactrice web en plus d'avoir mon boulot donc de stratège. À cette époque-là j'étais stratège et community manager donc en agence de communication web et après j'ai passé au fur et à mesure des échelons directrice des relations publiques modernes. Mais voilà, ça c'est toute une aventure que je vais vous présenter donc durant le mois d'avril sur le blog. C'est mon expérience personnelle. C'est les difficultés auxquelles j'ai fait face. Je me suis rendu compte que des fois, j'étais pas réellement dans la réalité parce que je ne traînais pas forcément avec des personnes qui étaient
comment dire, immigré comme moi. Et donc, résultat, en fait, je suis passée au... En fait, j'ai pas réellement anticipé plusieurs choses alors que j'aurais dû pour pouvoir vivre à long terme à Montréal, sur des bases solides. Et je me rends compte aujourd'hui les erreurs que j'ai faites, mais c'est toujours avec le recul. Donc, c'est pour ça qu'il y aura plusieurs articles. Donc, je vais vous les citer et je vais aussi donner donc mes points positifs et mes points négatifs concernant Montréal. Il n'y a pas beaucoup de négatifs, hein. Voilà. Donc l'article numéro 1 sera comment s'organiser avant de partir vivre à Montréal. C'est super important en fait que vous ayez réellement un avant immigration organisé et que vous apportiez les bonnes choses. Parce qu'il y a des choses qui n'existent pas à Montréal et qui existent en France. Comme il existe des choses à Montréal qui n'existent pas en France, des trucs tout bêtes. Je me fais envoyer par exemple mes collants pour pouvoir porter des robes l'hiver. Vous voyez, il y a des choses complètement folles. Créer son réseau d'affaires à Montréal. Donc je vais en fait vous présenter comment faire quand vous arrivez sur place pour vous créer votre réseau d'affaires. Moi, en l'occurrence, comme je vous l'ai indiqué, c'est réellement de bouche à oreille. Je me suis incrustée à énormément de soirées. Quand je dis incrustée, c'est-à-dire que j'avais un ou deux contacts qui étaient à une soirée, ils m'en parlaient, je demandais ah oui d'accord ok qu'est-ce que c'est et tout, et bien souvent je demandais est-ce que tu penses que je peux venir, et en fait bon sans m'en poser, si on disait non, mais bien souvent je me suis retrouvée dans des soirées où effectivement j'ai rencontré plein de personnes. De l'audace, oui. Est-ce que ça faisait un petit peu pitié? Je sais pas, mais en tout cas ça m'a réussi, donc voyons voilà le positif. Comment évoluer dans son travail à Montréal malgré un visa travail? En fait, je vais vous parler je vais vous parler du visa travail et à quel point ça enferme un professionnel et ça fait en sorte que vous ne pouvez pas en fait évoluer professionnellement comme vous le souhaiteriez. Vous ne pouvez pas changer de travail, sinon vous devez changer de visa. Et c'est ce qui m'est arrivé. Vous pouvez très bien avoir un refus de visa et devoir vous retrouver dans la panade parce que en fait le Québec refuse même le bénévolat, même le comment dire, vous travaillez, on vous offre un logement, c'est pas possible. Voilà, tout ça, tous ces genres de choses. À partir du moment où vous êtes immigré, vous avez des lois à respecter. C'est très important. Les points essentiels pour une vie montréalaise sans souci, donc c'est-à-dire que il y a un sujet qui fait rire mon père quand j'en parle. En fait, quand je suis partie de Montréal, j'ai eu aussi à gérer mes choses de Montréal. Donc, c'est-à-dire les impôts là-bas, ça n'a rien à voir. Vous avez des fois des retours d'impôts. Donc, moi, ça m'est arrivé en fait d'avoir des 3000 $ de retour d'impôts. Non, pas 3000 $ quand même. Ouais, quand même des 2000 $ de retour d'impôts, etc. Parce que quand j'étais employée, je recevais trop. Mais quand j'étais à mon compte, c'est ça qui est très important en fait, c'est savoir comment vous faites, etc. Parce qu'il y a des employeurs qui vous disent qu'en fait que vous êtes employé, mais vous n'êtes pas employé. Donc c'est très important en tout cas d'avoir les bonnes bases. C'est pour ça que les points essentiels pour une vie montréalaise sans souci, c'est très 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 important pour ceux qui vont y immigrer. Et pourquoi j'ai quitté Montréal? Donc là, je vais vous parler véritablement donc de les raisons et qu'est-ce que j'aurais pu faire en amont pour pouvoir faire en sorte que je n'ai pas ces problèmes-là. Il y aura aussi un dernier article sur le retour en France, comment s'organiser et comment faire en sorte que ce soit un bon retour en France. Moi, je n'avais pas le souhait de retourner en France. Donc effectivement, quand je suis revenue en France, j'ai eu le mal du pays. Je crois que j'ai parlé de Montréal 90% de mon temps. Voilà, je parlais de ça avec une de mes clientes qui est repartie dans son pays natal, à Madagascar, et elle me disait, Charlotte, comment dire, combien de temps tu as mis pour finalement ne plus avoir le mal du pays? Et je lui disais que effectivement ma vie montréalaise me manquait énormément, même si les raisons personnelles font en sorte que je suis très contente d'être en France. Mais effectivement, il y a à Montréal une liberté complètement folle par rapport en France et par rapport à d'autres pays où le carcan moral veut nous mettre dans des cases et finalement on ne nous laisse pas rêver, ou on voudrait nous mettre dans des... Toi tu sais faire ça, donc tu vas faire ça toute ta vie, alors que voilà, je n'aurais jamais créé mon entreprise si je n'avais pas été à Montréal, parce que l'esprit entrepreneurial est très fort au Canada.
je n'aurais peut-être pas eu la même vie, tout simplement. Voilà. Donc c'est ça, en fait, c'est une ouverture d'esprit qui est complètement folle. Voilà, donc on va parler de tout ça. On va parler aussi des points positifs et des points négatifs donc de Montréal. Je vais vous donner aussi une liste. Alors ça, je vais vous donner en bonus une liste en fait de tous mes blogs et tous mes influenceurs favoris montréalais qui donnent plein d'adresses concernant Montréal si un jour vous voulez y vivre ou vous voulez visiter Montréal, c'est-à-dire les meilleures adresses de restaurants, de brunch, etc., etc. Les musées à voir parce que c'est essentiel pour connaître l'histoire donc du Canada. Je vais vous faire une liste aussi de mes lieux favoris parce que c'est bien de parler des autres, mais c'est bien aussi que je vous transmette mes lieux favoris à moi. Et voilà. Sachez que moi, la dernière fois que je suis allée à Montréal, c'était en février-mars 2016. Il y a énormément de choses qui se sont changées depuis que je suis partie donc de Montréal. En fait, j'ai quitté Montréal en septembre 2014 et ce petit voyage d'un mois que j'ai fait en février 2016 m'a montré qu'effectivement, c'est une ville qui change énormément. Voilà, et le bonheur que j'ai aujourd'hui, c'est de pouvoir travailler avec des amies montréalaises que je me suis fait à l'époque, dont ma meilleure amie. Et c'est vraiment un bonheur de pouvoir travailler donc à l'étranger. Enfin voilà, il y a plein de choses que j'ai appris grâce au monde du travail à Montréal, surtout autour des outils de communication. Donc j'en parlerai au fur et à mesure, pas forcément pendant ce mois-là, parce que ce mois-là est véritablement consacré à donc partir à l'étranger et comment vivre son expérience montréalaise. Mais vous verrez en fait que finalement, je suis désolée de dire ça, mais en France, on est pas mal traditionnel et on veut véritablement en fait travailler de manière archaïque, alors que la manière dont je travaille moi est véritablement calquée sur ce que j'ai appris au Canada. C'est-à-dire que je peux travailler à l'étranger ou sans mon ordinateur et partir à l'autre bout du monde. J'ouvre un ordinateur, il suffit qu'il y ait du Wi-Fi et je peux me connecter à tous mes objets, tous mes outils. Je me fais payer en ligne, j'ai mon outil pour envoyer mes factures en ligne, j'ai mon CRM, ça je vous en avais parlé au mois de juin, en ligne, j'ai mes mails en ligne, ben ça c'est normal, voilà, j'ai mon blog, etc. Et tous mes outils de communication avec mes clientes, c'est à travers le web. Donc en fait, je me rends compte que finalement, je n'aurais peut-être pas appris tout ça et je n'aurais pas eu les mêmes compétences si je n'avais pas vécu cette expérience montréalaise. Et surtout, en fait, c'est vrai que moi, j'étais dans une agence de communication digitale, donc rien de mieux que le digital pour pouvoir en fait fortifier ses connaissances quand on veut créer une entreprise à but donc de voyage, on va dire ça comme ça, non, en tout cas je te raconte n'importe quoi, mais en tout cas de pouvoir se balader à travers la France sans avoir aucun souci ou travailler à l'étranger sans avoir aucun souci non plus. Donc je vous souhaite une bonne journée. Merci de m'avoir écouté. J'espère en tout cas que cette petite introduction au mois d'avril concernant partir à l'étranger, mon expérience québécoise vous a plu. On se retrouve donc pour les pas 5 mais 6 articles finalement donc 5 articles concernant donc ma vie à Montréal et un sixième donc concernant le retour enfin le sixième article sera concernant le retour en France. Voilà, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser directement à l'intérieur donc de ce live en bas ou vous m'envoyez directement vos questions à chat@chapierregirl.com. Je vous souhaite une excellente journée et surtout vraiment n'hésitez pas à avoir dans vos têtes un projet de partir à l'étranger qui peut se concrétiser parce que finalement en fait partir à l'étranger c'est pas si difficile que ça, il faut juste avoir les bons arguments et les mettre en avant comme il le faut. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt.